de discuter après avec M. Behbouhi à la fin. Et, donc, Bien. Alors, mesdames et messieurs, chers participants, chères participantes, bienvenue dans ce nouveau webinaire que nous organisons en collaboration avec le cabinet Harvard Consulting que dirige M. Saad Hammoumi, donc, qui est avec nous, que je remercie. Aujourd'hui, nous allons traiter un nouveau marché, donc un marché scandinave, qui est aussi important et dans lequel il y a plusieurs opportunités à saisir. Nous avons avec nous pour animer ce webinaire Madame Charlotte Loyot. Je la remercie d'avoir bien voulu accepter d'animer ce séminaire. Il est experte du marché, il est basé sur le marché lui-même. Donc, il accompagne plusieurs entreprises, notamment françaises, sur le marché pour des opportunités de business. Donc, je vous inviterai à essayer de lui poser des questions sur comment pouvoir accéder au marché, comment essayer de tirer profit de votre business sur ce marché-là. Donc, sans plus tarder, bien entendu, je cède la parole à Sih Moubi qui va modérer ce webinaire et je vous souhaite bon suivi de ce webinaire et qui sera, je l'espère, riche en informations donc, sur cet important marché. Merci Sibel Hassan pour cette introduction. Je profite de l'occasion pour vous remercier en tant que directeur général de la SMEC, Santi, ainsi que le président, M. Santissi et toute l'équipe. On a en effet échangé à travers des Je vous entends plus, Sermoumi. Parce qu'il a un problème de connexion, je pense. Charlotte, tu m'entends? Oui, oui, moi je t'entends. Bien. Alors, ce que je ne vois pas, c'est s'il y a des participants et moi je ne vois que mon écran. Donc je te laisse reprendre. 43 personnes aujourd'hui. D'accord, je te laisse prendre le relais ou? Oui, oui, alors donc en attendant que M. Hammoumi puisse rétablir sa connexion, donc je donne la parole tout de suite à Madame Charlotte Loyot. Oui. Donc je vous invite pour vos questions, donc vous avez le chat que vous pouvez utiliser pour poser vos questions. À la fin donc, de la présentation, donc, Madame Charlotte Loyot va essayer de répondre aux questions qui sont postées. Et bien entendu, on donnera la parole à quelques personnes qui puissent témoigner sur le marché et tout ça directement. Je saisis aussi l'occasion de remercier M. Behbouhi, qui est conseiller économique auprès de l'ambassade du Maroc en Suède, donc, qui nous suit et qui peut-être nous dira un mot à la fin de cette présentation. Sih Moubi, tu as la main, donc tu as rétabli ta connexion. Oui, c'est bon. Je pense que vous m'entendez là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, moi, j'étais aussi en train de remercier Sibel Behbouhi, ainsi que je crois qu'on aura un témoignage de Monsieur Victor Semena. I guess Mr. Victor is speaking English, but he'll be welcome to talk about this market, and I will translate in English. Donc, Charlotte, si tu permets, avant de te passer la main, peut-être qu'on va donner la parole à Mr. Victor. Bien sûr. Are you with us, Mr. Victor Semena? Non. Quel est son nom, M. Hammoumi? Monsieur Victor Semena. Donc, s'il n'est pas tout de suite, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer la parole. Il n'est pas là. Donc, peut-être Monsieur Behbouhi se chargera de voir s'il s'est connecté. Je passe la parole à Madame Charlotte Loyot-Kahn, donc du cabinet Scandi Bureau, qui est aussi membre affilié de Réseau Global Alliance, dont je fais partie. Et je te remercie beaucoup, Charlotte. Et donc, moi, pour ma part, je rappelle à l'auditoire que dès maintenant, ils pourront poser leurs questions sur le chat.
On aura l'occasion à la fin de la présentation, je vais rassembler un peu les questions par thématique. Charlotte essaiera de répondre aux questions, enfin, disons, qui ne sont pas trop pointues, sur lesquelles il n'y a pas, mais sur les questions qui concernent un peu la macroéconomie, l'aspect global du pays. S'il y a des questions plus pointues, ben, on pourra les recevoir par mail, on essaiera d'y répondre. Et à la fin du webinaire, on donnera la parole à des personnes qui souhaitent soit partager leur expérience, soit intervenir. On aura disons, une dizaine, une quinzaine de minutes pour interagir. Donc, à toi la parole, Charlotte, en te remerciant. Merci beaucoup. Donc, le but aujourd'hui est de vous présenter dans les grandes lignes la Suède et le marché, on va dire un peu le marché scandinave. Donc, je pensais peut-être, pourquoi est-ce que ça ne marche pas de changer les diapositives? Excusez-moi. Ah, ça marche maintenant? Voilà. Vous avez les... Alors, Ça marche, donc, oui, ça marche. d'accord. Donc, la Suède est un pays qui fait partie de la Scandinavie. Il y a 10 millions d'habitants en Suède. Ce qui est important peut-être pour la Suède, où je vais vous mettre l'étape suivante, c'est qu'il y a 10 millions d'habitants, mais il faut voir en général la Suède comme faisant partie de la zone nordique, qui est donc le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande, qui, eux, représentent en tout 35 millions d'habitants, avec un très fort pouvoir d'achat. Donc, c'est une zone qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et en préparant aujourd'hui ce webinaire, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de sociétés marocaines qui sont implantées en propre en Suède. Et c'est vraiment bien dommage. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités sur ce marché. Donc, j'espère que je vais vous donner envie de venir et de vous développer sur la Suède. Donc, c'est un pays c'est une monarchie constitutionnelle qui a un chef de gouvernement. C'est un gouvernement qui, en ce moment, connaît quelques mouvements internes parce il va y avoir des élections. Le Premier ministre a démissionné déjà 2 fois, il est revenu. Donc, mais comme la Suède est un pays avec un très fort consensus, le gouvernement trouve toujours des solutions pour continuer à gouverner malgré un mouvement à la tête du gouvernement. Donc la capitale est Stockholm. Il y a 3 villes principales après Stockholm qui sont Göteborg qui est sur la côte ouest, Malmö qui est au sud, juste en face du Danemark, et Uppsala qui est au nord de Stockholm. Et c'est un pays où c'est la couronne suédoise. Ça n'est pas dans la zone euro, même si la Suède est dans l'Europe. Ça n'est pas dans la zone euro. Voilà dans les grandes lignes. Alors, pourquoi la Suède? Donc, la Suède, c'est une des nations les plus compétitives et les plus productives au monde. Donc, la Banque mondiale a détecté que a établi que c'était le 10e pays le plus productif au monde, avec beaucoup de secteurs dans l'innovation, avec une main-d'œuvre hautement qualifiée, avec des consommateurs avertis et qui ont un pouvoir d'achat très fort et avec des procédures commerciales très fluides. Et aussi, l'économie suédoise est très stable. La Suède est un pays où c'est l'économie qui dirige le pays plus que la politique. Et c'est quelque chose qui fait qu'il y a une très forte stabilité. Pour l'histoire, il est important peut-être de vous faire une petite parenthèse. La Suède, il y a à peu près une centaine d'années, pendant une trentaine d'années, il y a 100 ans, donc entre 1890 et 1920, il y a eu quasiment un tiers de la population suédoise qui a émigré de Suède pour raison de famine. Donc la Suède n'a pas été un pays riche et développé comme il l'est aujourd'hui depuis toujours. Donc c'est un pays qui remet beaucoup en question et rien n'est acquis en Suède. Et les changements sont quelque chose qui font partie du quotidien. Donc le fait que les Suédois sont un peuple qui migre facilement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui en Suède, il y a 20% de la population qui est née à l'étranger. Donc c'est un pays qui migre facilement et qui accueille les migrants très facilement. Donc il y a une mixité
en Suède qui fait que c'est un pays très, très agréable à vivre où vivre. Donc, après les 8 raisons d'investir en Suède, c'est un pays où qui est toujours tourné vers l'avenir, ce que je disais tout à l'heure, avec donc cette remise en question et cette adaptabilité, cette flexibilité, qui est toujours tournée vers les affaires, une fiscalité très attractive, donc un accès à l'Union européenne évidemment aussi, une main-d'œuvre qualifiée, donc ce dont je parlais tout à l'heure, une stabilité. La Suède étant un pays qui se considère comme un pays neutre, c'est la raison pour laquelle la stabilité fait partie de l'économie, une économie stable et fiable. Et beaucoup donc tourné vers l'avenir, aussi bien en recherche et en développement aussi. On a évoqué le fait de parler un petit peu de la situation sanitaire en Suède. Alors, la Suède a été un des rares pays, il n'y a pas eu de confinement. Le gouvernement n'a pas mis en place quoi que ce soit d'officiel. C'est interdit. La Constitution interdit d'interdire, ce qui fait que le gouvernement n'a pas eu l'autorisation d'interdire quoi que ce soit et d'avoir un confinement obligatoire. Mais il a préconisé, et donc les sociétés ont appliqué une forme de préconisation, tout le monde a travaillé en home office, mais le fait que le gouvernement n'a pas donné de règles claires fait que les Suédois ont eu une certaine flexibilité. Il n'y a pas eu le port du masque, par exemple, il a été recommandé de le faire aux heures de pointe dans les transports en commun. Je précise quand même que ça a été possible de faire ça parce que les Suédois sont des gens qui physiquement sont très distants les uns des autres. Donc il est assez naturel chez eux de ne pas se rapprocher les uns des autres. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas eu besoin d'intervenir plus que ça. Les conséquences économiques de la crise ont été parmi donc les plus modérées. Dans l'Union européenne, il y a eu, ça a été, et il y a actuellement, on voit qu'il y a un rebondissement extrêmement rapide et une reprise de l'activité qui est quasi normale de l'avant-pandémie. Aujourd'hui, donc, par rapport au nombre de vaccins, donc, il y a 41% qui a eu les 2 doses et après plus de 61% qui a eu une dose. Donc, dans les grandes lignes, la Suède se positionne normalement. Nous avons, c'est à peu près dans les grandes lignes ce qu'il y a eu. Alors, on a voulu parler des secteurs potentiels et des opportunités. Donc, les secteurs à fort potentiel, donc typiquement, il y a eu le fait qu'il y a eu une énorme augmentation des investissements directs étrangers en Suède. Alors, je n'ai pas trouvé de statistiques quels étaient les principaux pays qui investissent en Suède, mais on voit que, par exemple, entre 2019 et 2020, il y a eu 158% d'augmentation. Il y a eu le gouvernement suédois a baissé les taux d'imposition. Donc, tout est fait en sorte pour qu'il y ait une reprise rapide de l'économie. Et donc, les sociétés étrangères qui investissent en Suède ou les sociétés qui viennent en Suède font en sorte que le pays soit très attractif. Avant la pandémie, la Suède était, comme pour beaucoup en Europe, considérée comme un petit pays. Mais il faut vraiment voir la Suède comme un ensemble entre la Scandinavie et les autres pays de la Scandinavie. C'est une bonne porte d'entrée pour aller sur les autres pays. Donc, les secteurs d'activité, donc tout ce qui est TIC, tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Là, les Suédois si vous êtes vous-même fabricant de composants informatiques ou tout ce qui est technologie de l'information, la Suède est très, très demandeuse de ce type d'activité. Les industries mécaniques, donc typiquement, comme pour beaucoup de pays, les matières premières en termes de produits mécaniques sont très, très demandées actuellement.
tout ce qui est en termes d'énergie renouvelable. C'est un secteur qui se développe énormément. Après, comme beaucoup donc tout ce qui est produits alimentaires, ce ne sont pas forcément les volumes qui sont recherchés, mais ce sont des produits de très haute qualité, tout comme les produits de la mer ou les produits du terroir. Les Suédois sont des consommateurs très avertis. Et il est important de pouvoir mettre en avant la qualité des produits qui sont vendus et l'aspect santé. Ça, c'est quelque chose qui est aussi bien en produits alimentaires qu'en général. Le critère de la santé est quelque chose qui est très important pour les Suédois. Ensuite, le textile et la mode. Il y a beaucoup, beaucoup de sociétés suédoises et aussi danoises qui fabriquent des chaînes de magasins qui sont dans ces deux pays, qui sont très importantes à l'international. Si je vous donne l'exemple de H&M, le fait que ce soit suédois, eux sont à la recherche de nouveaux fournisseurs pour leur textile. Ensuite, la santé digitale. Les Suédois, étant donné que c'est un très grand pays et les gens ont vraiment eu tendance à se mettre au digital même avant la pandémie, c'est-à-dire qu'il est très courant d'avoir une auscultation avec un médecin en vidéo. Donc, disons que il y a les zones dans le nord de la Suède ont très peu de population. Donc, pour permettre aux gens, donc ils ont trouvé des solutions en digital qui sont extrêmement intéressantes. Et l'agroalimentaire est aussi très, très recherché. Ce sont des producteurs de tout type. Et dans l'agroalimentaire, ils ont besoin de matières. Voilà, dans les grandes lignes. Est-ce que vous avez... Alors, je ne sais pas si je continue comme ça, Saad, ou on fait une pause maintenant pour les questions ou... Non, on peut laisser les questions à la fin. D'ailleurs, j'en profite pour dire à l'auditoire, ceux qui ont des questions peuvent déjà les mettre sur le chat. Et donc, on va les rassembler à la fin comme ça, on fait un regroupement par thème. OK, Charlotte? D'accord. Alors, là, je vous ai fait jusqu'à maintenant une présentation générale de la Suède et de l'économie. Les prochaines pages que je vais vous présenter sont un petit peu on va dire les critères ou les remarques que je me suis faites. Ce sont des généralités, évidemment, un petit peu pour vous donner les généralités. N'y voyez aucune critique. C'est juste j'ai exagéré les caractères des uns et des autres. Donc, voilà. Donc, typiquement, les Suédois sont... si je prends une façon de manager, un manager n'a pas besoin d'avoir les compétences professionnelles, il doit avoir des compétences managériales. C'est-à-dire qu'on ne demande jamais à un manager en zone nordique d'avoir réponse à une question. Et ça, c'est un petit peu, pour des non-suédois, c'est un aspect qui est un petit peu difficile. Lorsqu'on leur pose une question, on aime bien avoir des réponses. Ce qui fait que souvent, les Nordiques, ils peuvent très facilement répondre qu'ils ne savent pas, ce qui est très perturbant pour quelqu'un qui n'est pas nordique, d'avoir un manager ou quelqu'un de professionnel qui est capable de dire qu'il ne sait pas répondre à une question. Les négociations. Alors, les Suédois sont très joueurs dans tout ce qui est sport, dans tout ce qui est ludique pour la vie privée. Mais alors, quand on parle de business, ils ne sont plus du tout joueurs. Une négociation, il est très important pour un Nordique que dès le départ, on décide que les deux parties vont être gagnants. Donc, on ne peut pas avoir un fournisseur ou un client qui gagne au-dessus de l'autre. Les deux doivent être gagnants à égalité. C'est le consensus à la suédoise ou à la nordique. Donc, il est très important de ne pas, dès le départ, lorsque l'on rentre en négociation, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il faut que dès le départ, les prix correspondent aux charges ou à la production, à la valeur du produit ou du service, plus une marge spécifique. Mais attention, n'essayez pas si vous rentrez dans l'arène du jeu,
avec les Nordiques, il doit toujours y avoir 2 gagnants, les 2 parties. Il est très important avec les Suédois, et je parle avec les Nordiques là aussi, d'avoir d'être très clair et transparent, d'être explicite. On ne peut pas sous-entendre quoi que ce soit. Les Nordiques ne comprennent pas les sous-entendus. C'est quelque chose qui est qui ne marche pas chez eux. Et après, ça n'est pas la manière dont on dit les choses, c'est ce que l'on dit. Les Nordiques, c'est parfois très perturbant pour un non-nordique, mais ils n'éprouvent absolument pas le besoin d'exprimer sur leur visage ou dans le langage corporel, n'a pas du tout autant d'importance qu'ailleurs. Ils peuvent rester complètement impassibles et être très contents, très satisfaits de la situation, mais ils ne vont avoir aucun besoin d'exprimer physiquement cette satisfaction. Et ça, c'est souvent très perturbant pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Voilà dans les grandes lignes. Les mots-clés pour les relations d'affaires, donc il est très important de les baser sur les relations, que ce soit aussi bien des relations à 2 que des relations en groupe. Attention, les Suédois sont les champions du monde du consensus, c'est-à-dire que même si vous êtes d'accord avec le dirigeant de l'entreprise ou le manager avec qui vous aurez discuté, si lui, après, il présente ça à son équipe et que l'équipe n'est pas d'accord, on repart à 0. Donc, la décision n'est pas forcément comment dire. Donc, attendez, et ça n'est pas parce qu'ils ont dit oui ou non au départ, ils vont forcément avoir un retour. Il faut qu'il y ait eu une discussion, un consensus avec les équipes. Par rapport à la confiance, en général, les non-nordiques vont avoir tendance à vouloir construire la confiance. Attention, les nordiques ont une confiance qui est acquise, c'est-à-dire qu'ils ont confiance en eux, confiance en vous, et la base, c'est la confiance. Donc la confiance, elle est déjà là. Si vous essayez, vous, de créer une confiance qui y est déjà, ils vont se demander ce qui se passe. Donc, il n'y a pas besoin de mettre en avant une confiance puisqu'elle est déjà acquise. L'autre aspect, c'est la flexibilité. Les Nordiques ils sont moins flexibles, on va dire, puisqu'il faut que les choses soient claires et transparentes et stables au départ. Le côté flexible ne va pas forcément être vu comme une qualité. Il faut être à l'écoute, adapté, mais en faisant attention à ce que la flexibilité n'apparaisse pas comme quelque chose de compliqué. Autre aspect important, c'est l'innovation. Donc, les Nordiques sont très fervents d'innovation. Ils aiment bien tout ce qui est simple et innovant. Donc, ça va être aussi bien du qualitatif, un produit industriel, un service, même une matière première. Si, par exemple, c'est un aliment, il faut mettre en avant le côté santé, où il faut en quoi est-ce que c'est quelque chose qui l'utilité du produit. Alors, la gestion du temps, ça peut paraître assez frustrant régulièrement quand on est en réunion avec des Nordiques. Ils passent beaucoup de temps à gérer leur temps et à ce que le temps soit bien organisé. Donc ça, c'est quelque chose que les Nordiques ont du mal. La flexibilité des non-nordiques va être quelque chose comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la flexibilité. C'est pareil dans la gestion du temps. Ils ont vraiment besoin d'avoir des réunions claires et nettes. Typiquement, lorsqu'on a une réunion, on va dire avant quel va être l'agenda de la réunion, ça va être 2 points, 3 points. On s'arrête là. Et on refait une autre réunion pour d'autres points. D'avoir une réunion avec 15 points à aborder, c'est quelque chose qui va être insupportable pour eux. Ils préfèrent avoir plusieurs petites réunions qu'une grande réunion avec beaucoup d'aspects à gérer. Ils veulent que les choses soient claires et nettes. C'est un petit peu c'est quelque chose qui, pour un non-nordique, est assez parfois difficile à gérer. La créativité, alors nous qui sommes non-nordiques, on a la sensation que la créativité se passe au mieux lorsqu'il y a de la marge de manœuvre et
on va dire, un terrain fertile pour la créativité. Eh bien, les Nordiques, ils le voient exactement à l'inverse. Pour eux, la créativité, c'est quand tout est en ordre, le bureau est bien rangé, tout est propre, tout est impeccable. Là, ils vont estimer qu'il y a place pour la créativité. C'est-à-dire, donc, quand on arrive en tant que non-nordique dans des bureaux en Suède, c'est assez perturbant de voir le fait que tout est tellement ordonné, tout est tellement bien rangé, chaque chose est à sa place. Mais pour eux, c'est une façon de pouvoir laisser l'esprit tranquille pour avoir place pour la créativité. Donc ça, c'est un aspect que je trouve un peu, qui est tellement différent de ce que les non-nordiques considèrent, que je trouve ça intéressant de vous le présenter. Alors, c'est une société collectiviste, ce dont on parlait tout à l'heure, le consensus. Ça, le texte que vous voyez, c'est une loi de Jante, c'est-à-dire ça n'est pas une base, c'est la base des principes suédois, qui explique que chaque individu ne vaut rien, mais que la collectivité vaut tout. Et on apprend beaucoup ça dans les écoles. C'est un texte qui a une centaine d'années et qui vraiment met en avant qu'un individu tout seul, il ne va pas s'en sortir dans la nature. Il ne s'en sort on est fort que quand on est à plusieurs. Et donc, c'est un pays extrêmement collectiviste et que de sortir du lot n'est pas quelque chose qui est primordial et qui n'est pas recherché. Et j'en arrive justement à l'éducation. L'éducation, les Nordiques, il n'y a quasiment pas de notes à l'école avant d'avoir 14 ans, parce qu'il est important que l'école apprenne que c'est toute une classe qui va pouvoir apprendre ensemble à faire des choses. Ils n'apprennent pas aux enfants à répondre aux questions. L'école met vraiment en avant le fait que ça n'est qu'une collectivité, qu'il n'y a pas forcément d'élite. Donc, c'est un aspect qui est très perturbant pour les non. Moi, je suis arrivée en Suède, ça fait 11 ans. Moi, je suis d'origine suédoise, mais je suis arrivée en Suède depuis 11 ans. Et c'est vrai que d'avoir des enfants à l'école où il n'y a pas de notes et où les profs disent que non, mais tout se passe très bien. Un enfant a déjà suffisamment ou un adolescent a déjà suffisamment de choses à faire pour ne pas être en plus perturbé par des notes. L'éducation est gratuite et toute l'éducation est gratuite, la faculté aussi. Et les élèves qui vont au lycée ou à l'université perçoivent on va dire une bourse, tout élève. Il n'y a aucune distinction de revenus des parents ou quoi que ce soit. Donc, par exemple, pour aller au lycée, chaque élève perçoit 180 € par mois. Et pour aller à l'université, chaque élève perçoit 350 € par mois pour pouvoir faire des études supérieures. Et toute école, donc il n'est pas autorisé d'avoir des écoles payantes en Suède. L'équilibre vie perso et vie professionnelle. Alors, de ce que j'en ai remarqué, c'est ce qui est un peu spécial, c'est que dans beaucoup de pays, ce sont les femmes qui ont changé le plus pour un peu avoir un certain équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Alors qu'en Suède, ce que l'on remarque beaucoup, c'est que ce sont les hommes qui se sont le plus adaptés. Donc, c'est le principal changement de ces 20 à 30 dernières années. Ce sont les hommes qui l'ont mis en avant. Typiquement, le congé parental est de 1 an. Et il est minimum 2 mois pour le père et minimum 2 mois pour la mère. Et les 8 mois restants, c'est à partager entre les deux en fonction du choix des parents. Le changement, alors, comme je disais tout à l'heure, un des points, la Suède est un pays qui n'a pas du tout été riche de façon stable pendant les siècles, ce qui fait que les Suédois voient le changement comme quelque chose de très positif. Ils changent beaucoup de choses, les changements se font beaucoup par anticipation pour une amélioration du système. Alors que moi, étant française, pourquoi changer quelque chose qui marche? Et alors que les Suédois vont toujours être en train de dire « oui, mais
si on change ça, on pourrait l'améliorer de telle façon. Le changement n'est pas du tout vu comme quelque chose qui doit être fait au moment où ça ne marche plus, mais au contraire par anticipation. Donc ça, c'est quelque chose qui fait qu'ils sont toujours à l'écoute de nouveautés, de nouvelles idées, de nouveaux produits. Et c'est pour ça que vous avez des opportunités. Il n'y a pas besoin d'attendre de voir que quelque chose ne marche pas pour proposer vos services ou vos produits. Les Nordiques ont une peur réelle du conflit. Ils vont considérer les gens qui parlent fort, les gens qui argumentent, pour eux, c'est quelque chose, étant donné que pour eux, le moteur pour avancer dans le business, c'est le consensus. Ils estiment que le conflit est quelque chose qui leur fait vraiment, et ils ont énormément de mal à le gérer. Donc ça, c'est un aspect il faut absolument rentrer dans ce mode consensus, discussion, et comme je disais tout à l'heure, gagnant-gagnant pour tout le monde. Après, je vous ai mis en avant quelques modèles suédois. Alors, ce que j'ai fait là, c'est parce que je voulais vous montrer quand même qu'il y a les Suédois le gouvernement va beaucoup aider à mettre en avant des secteurs d'activité en fonction des époques. Donc, au moment où Björn Borg est devenu champion de tennis, le gouvernement suédois a installé des terrains de tennis à côté de quasiment toutes les écoles de Suède et s'est rendu pour pouvoir créer les champions. Au moment où ABBA a remporté tellement de succès dans les années 70, le gouvernement suédois a créé des salles de musique dans toutes les écoles de Suède. Et donc, pour que les Suédois, et c'est pour ça qu'ils ont un sens de la créativité très, très renforcé. Donc, c'est des exemples que je vous donne comme ça. Après, typiquement aussi, il y a Ikea, H&M, je pense que vous les connaissez. Et il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui de sociétés dans la nouvelle technologie qui se créent, et aussi donc dans l'industrie comme Scania, les camions, ou Volvo. Voilà dans les quelques exemples. Alors, quand je parle de société innovante et créative, le gouvernement suédois a mis beaucoup l'accent sur le développement de tout ce qui était, je ne sais pas si vous avez ça au Maroc, les paiements par carte qui se connectent directement au téléphone mobile. Le fait que le gouvernement ait fait ça, la raison est que le gouvernement veut qu'il n'y ait plus du tout d'espèces. Et la Suède, l'objectif est de devenir le premier pays au monde sans plus aucune espèce. Le but final, c'est que s'il n'y a plus d'espèces, tout est déclaré et donc tout le monde paye ses impôts. Et grâce à ça, le gouvernement va être capable de réduire les impôts pour tout le monde. Donc c'est quelque chose de très particulier. Les Suédois sont rentrés dans cette règle du jeu très vite. C'est vrai qu'il n'y a plus d'espèces, quasiment. Et on peut payer aussi bien par carte bancaire que par un système de paiement qui est sur le téléphone, qui est directement de compte à compte. On utilise son numéro de téléphone pour payer. Et après, l'autre aspect qui est aussi très innovant, c'est le Bank ID. C'est-à-dire qu'on peut se connecter partout avec le gouvernement, avec le médecin, avec toutes les entités, directement avec son téléphone mobile pour ne plus avoir besoin de se déplacer pour pouvoir faire quoi que ce soit comme démarche administrative. Je voulais vous donner quelques exemples. Malheureusement, ce ne sont pas des sociétés marocaines, mais des sociétés françaises qu'on a accompagnées là, ces derniers mois sur la Scandinavie. Donc, Picard s'est développé, et là, ma société Scandibureau, on a fait tout le support client pour les livraisons. Picard fait de la livraison à domicile sur plusieurs régions en Suède. Et donc, alors que c'était au départ, on se dit, beaucoup de Nordiques se disaient, mais du produit congelé, pourquoi faire venir de France? Mais ça marche bien. PCM, c'est une société bretonne qui fabrique des pompes pour intégrer des ingrédients dans les produits laitiers. Donc, typiquement des fruits secs ou des fruits congelés dans les produits laitiers. Donc, c'est une société française qui se développe maintenant sur le marché suédois.
Et Vitalac, c'est une société bretonne elle aussi qui fabrique des compléments céréaliers pour les vaches laitières. Et donc, on les a accompagnés pour leur trouver des nouveaux clients sur le marché suédois, finlandais et danois. Voilà, dans les grandes lignes. Après, je vais peut-être je vais vous présenter Scandi Bureau. Donc, c'est ma société. Scandi Bureau existe depuis 31 ans, depuis 89, 32 ans donc maintenant. C'est ma société depuis plus de 25 ans. Au départ, notre activité et notre force, c'est vraiment, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de sociétés qui aident à rentrer sur un marché. Et Scandi Bureau, on aide aussi à rentrer sur un marché, mais on aide surtout à rester sur le marché. Notre point fort, c'est de faire de l'opérationnel. On va faire du support client, on va accompagner. Donc, nos clients, en général, font eux-mêmes la vente. Et nous, on accompagne, on tient la main, on organise les rendez-vous avant, on fait les débriefings après. Mais ce sont nos clients, donc vous, qui vendez le mieux vous-même vos produits ou vos services. Et nous, on vous accompagne pour le faire au mieux. Donc, voilà notre cœur de métier. Donc, on a plusieurs services. On a des services donc opérationnels, le développement et différents. Mais ça, si vous avez besoin, je vous donnerai plus après dans les discussions. Ceux qui sont intéressés, je vous donnerai plus de renseignements. Donc, on est toute une équipe. Tout le monde chez Scandi Bureau est minimum trilingue français, anglais et une langue nordique. Et on est tous avec une très forte expérience des relations franco-nordiques. Donc, on connaît très, très bien la zone nordique pour accompagner des sociétés sur ce développement-là. Voilà dans les grandes lignes. Donc, j'ai fini. J'espère que je n'ai pas mis trop de temps, Saad. Non, non, c'était parfait. Tu as respecté le timing. Je pense qu'en Suède, en fait, la ponctualité, le respect du temps, tu le pratiques tous les jours. Voilà. Donc, je te remercie sincèrement, un exposé très clair et qui donne une bonne part à l'interculturel. Je pense que c'est aussi très important dans nos relations. Moi, ce que j'ai noté, moi, j'ai oublié de dire que j'ai pratiqué un petit peu le suédois puisque j'ai été directeur général d'Oriflamme Cosmétique, qui est une société suédoise et pour son implantation au Maroc, il y a pas mal d'années. Donc, j'ai travaillé avec eux aussi. Très bien. Donc, ils sont leaders au Maroc et donc j'ai pu justement des fois faire, disons, à mes dépens, apprendre, disons, comment dire, le développement des affaires, l'approche, la mentalité qui est complètement différente, mais qui m'a beaucoup apporté, hein, parce que ce sont des gens qui sont orientés business et qui voient d'abord. Moi, je me rappelle qu'une fois, juste pour parler rapidement de cette anecdote, on avait énormément de demandes, c'est-à-dire que nous, ce qu'il faut savoir qu'au Maroc, quand on a lancé la société, c'est que l'objectif qu'on avait a été multiplié par 3. Donc, on avait un gros problème et on avait beaucoup, beaucoup de demandes au niveau des produits qui venaient d'Europe. Et on a eu la visite du vice-président. Et nous, on était chacun à sa place, c'est-à-dire le service comptabilité et moi, le directeur général. Mais lui, il m'a dit, écoutez, moi, à votre place. D'ailleurs, ce que j'ai aimé chez les Suédois, c'est qu'ils ne vous donnent jamais d'ordre, même s'il est vice-président. Il m'a dit, à votre place, c'est pas, actuellement, où est-ce que vous avez un besoin? J'ai dit, bien, c'est au service client et livraison. Il m'a dit, moi, à votre place, je mets tout le monde là-bas, c'est-à-dire y compris les comptables. Et c'est ce qu'on a fait. Et moi-même, j'étais en train de préparer les paquets. Et il avait raison. C'est-à-dire que même si on ne le faisait pas très bien, mais au moins, ça a donné on a boosté un peu le moral de l'équipe qui souffrait. Et donc, ce sont des choses qui, moi, m'ont beaucoup apporté, que j'essaie d'appliquer actuellement ça m'a beaucoup enrichi. Donc, j'ai vu à travers, j'ai juste pour rappel quelques éléments, moi, qui m'ont marqué, et après, je passerai aux questions qu'on a reçues. Bon, il y a énormément d'opportunités. Je pense que ça, c'était un bon point. Tous les axes sur lesquels les entreprises marocaines sont fortes, que ce soit textile, cuir, nouvelles technologies, agroalimentaires, produits du terroir. Je pense que en discutant avec toi au téléphone, il y a aussi l'axe Alan,
Parce qu'il y a une Oui, tout communauté à peut-être fait. musulmane Oui, qui c'est intéressant de oui. souligner. Alors, ça, oui, suite à notre discussion, j'ai oublié de le préciser, il y a plus de 300 000 personnes musulmans et qui mangent halal. Et il y a plus D'accord. de gens qui mangent halal que de musulmans. Donc, D'accord. moi, typiquement, là où j'achète la meilleure viande, c'est chez les Ah, halal. d'accord, très bien. Oui, oui. Donc, je pense que là, on aura peut-être d'autres questions par des gens de ces différents secteurs. Ce que j'ai reçu pour l'instant comme question, c'est un auditeur qui gère des centres de formation. Bon, il pose une question, est-ce qu'il y a des opportunités en Suède? Je pense que la personne, peut-être qu'il nous précisera, souhaite voir est-ce qu'il y a des modules de formation suédois en management qui pourraient être adaptés aux Marocains. Bon, les Suédois sont connus quand même pour tous ces aspects-là. Oui. La deuxième question, c'est une société qui est, je pense, produit des tapis marocains. Donc, il souhaite savoir s'il y a des débouchés, peut-être que savoir est-ce Oui. que l'image, enfin peut-être pas du Maroc, mais enfin, d'Afrique du Nord est bien perçue. Ce sont des produits qui peuvent trouver preneurs. Et la troisième question que j'ai reçue, c'est quelqu'un qui est dans le textile et voulait savoir s'il y a accès à une base de données, certainement pour des donneurs d'ordre, parce que nous, au Maroc, beaucoup de textiliens travaillent déjà pour des entreprises européennes et ont acquis un certain niveau, enfin un standard international de qualité. Donc, je pense qu'il voudrait savoir s'il y a une base de données. Je profite pour continuer sur les questions qui me sont arrivées, comme ça je te passe la main pour tout. Voilà. Bon, la personne qui est dans le textile souhaite savoir si il y a des B2B, enfin des contacts Oui. directs avec des sociétés, des donneurs d'ordre dans le textile, que ce soit en Suède ou même en Scandinavie. La quatrième question, c'est par rapport aux normes. Quelqu'un qui est qui produit tout ce qui est cosmétique, est-ce qu'il y a des normes particulières à respecter pour rentrer dans le marché suédois, un peu comme le FDA américain ou autre? Est-ce qu'il y a voilà ce que j'ai pour l'instant. Enfin, s'il y a d'autres questions, je les reposerai après. Je te passe la parole. Alors, pour les tapis, oui, ben, les Suédois utilisent beaucoup de tapis. Et oui, ta question, je reviens avant à l'image de marque de l'Afrique du Nord. Elle est très peu connue parce que il y a beaucoup plus de personnes de Moyen-Orient que d'Afrique du Nord. Donc, il y a moins, donc c'est moins connu. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à gagner parce qu'il y a avec tous les beaux textiles et beaux tapis, il y a de quoi faire. Donc ça, oui, tout à fait. La base de données textile, alors tous les corps de métier dans la zone nordique, alors, les Suédois sont syndiqués à 85%. Les syndicats sont très bien organisés et donc les organismes professionnels, les groupements de profession sont eux aussi très, très bien organisés. Comme ils sont obsédés de la transparence, il y a possibilité d'avoir des listes et des informations. Après, pour rentrer en contact avec eux, c'est une autre démarche. C'est difficile comme partout. C'est un travail de longue haleine. Mais oui, il y a des listes et des bases de données dans le secteur du textile. Et il y a ça. Par rapport aux normes des cosmétiques, alors les Nordiques ont tendance à être assez rationnels. Et à partir du moment où on répond aux normes européennes, les portes s'ouvrent par rapport il n'y a pas de critères supplémentaires dans les cosmétiques en plus de l'Europe. Il peut y avoir quelques aspects, mais pas plus que ça. Charlotte, pour les bases de données, c'est gratuit ou c'est payant? Non, alors il y en a certaines qui sont gratuites, mais sinon, si on contacte les syndicats de ces professions spécifiques, après, ce qui n'est pas évident de trouver, c'est les contacts. Mais les listes des sociétés, oui, il y a. D'accord.
Mais les contacts, c'est comme dans beaucoup de pays, c'est ça qui est difficile de trouver, c'est les contacts. Ok. Alors, j'enchaîne sur une question sur la chaussure marocaine. Est-ce Ouais. qu'à votre sens, à votre avis, il y aurait une opportunité sur le marché suédois? Alors, Euh, ouais. je connais pas bien la chaussure marocaine, mais la Suède, avec le confinement, la Suède, elle va, comme beaucoup d'autres pays, c'est un secteur où les ventes des chaussures, c'est vraiment un des secteurs qui en a le plus souffert. Euh, donc, euh, donc, je ne suis pas, je pense il y a de l'importation, mais je ne suis pas capable de répondre à cette question. D'accord. Mais il faut, donc c'est à creuser, hein, parce que bon, la Oui. chaussure Ah oui. marocaine, juste pour information, s'exporte en Espagne, en France, enfin en Europe en général. D'accord. C'est une chaussure qui est de assez bonne qualité. Il y a Alors, même oui. du haut de gamme. Donc, enfin, je suis pas spécialiste, mais je sais que c'est un secteur qui est très développé. L'autre question, c'est par rapport. euh, alors, c'est quelqu'un qui est dans les tonnerres laser pour imprimantes consommables. Oui. Oui. Il fabrique, qui a sa propre marque leader au Oui. Maroc. Oui. Il demande quels sont les prérequis pour la création de filiales en Suède. Peut-être je Alors, te ça, pose une autre question oui. groupée, comme ça après Ah, tu. oui. Voilà, ça Attends. c'est les Attends. tonnerres. Je te Mhm. laisse écrire peut-être. Oui. La question suivante, c'est par rapport à du textile handmade artisanal de qualité. Est-ce qu'il y a une opportunité en Suède euh, pour les produits compatibles sont acceptés pour donc quelqu'un qui pose la question sur d'export depuis la Chine pour des produits compatibles. Est-ce que c'est accepté en Suède ou pas? Je suppose c'est dans les domaines peut-être des nouvelles technologies, enfin de tout ce qui est outillage, tout ce qui est hardware compatible. Est-ce que la Suède accepte du made in China? J'ai une question pour les fruits et légumes. Euh, est-ce que la personne demande est-ce que les Suédois préfèrent acheter via la Hollande, qui est un hub un peu enfin, en Europe du Nord, ou directement du Maroc? Parce qu'il se trouve que beaucoup d'entreprises, je pense peut-être on a par exemple dans le domaine des fruits rouges, il y a des importateurs en Hollande qui après arrosent le marché européen. Et la dernière question que j'ai pour l'instant, c'est des débouchés pour les vêtements en cuir et articles de maroquinerie. Voilà, ce qu'il y a un débouché. OK. Alors, je voulais préciser pour les chaussures et pour tout ce qui est mode, Mhm, il y a beaucoup moins de magasins indépendants. C'est surtout des chaînes de magasins. mhm, Donc, H&M, que tout le monde connaît à l'international, mais il y a plein de chaînes, aussi bien au Danemark qu'en Suède, des chaînes qui ont des magasins un peu partout. Donc, il y a assez peu d'indépendants. Donc, ça, mhm, c'est quelque chose, à partir du moment où on rentre pour tout ce qui était mode et chaussures, etc., ça, c'est quelque chose qui est... il faut rentrer en contact. Il y a des salons, il y a des saisons pour les acheteurs, pour aller rencontrer des nouveaux fournisseurs, hein. Donc, il y a de quoi faire pour ça. Pour tout ce qui est, donc, pour les teneurs, alors, les Suédois vendent beaucoup de teneurs. Bon, et vous me disiez spécifiquement pour les prérequis pour une création, il y a des accompagnements très faciles pour créer des structures juridiques, ou pour démarrer sur la zone nordique, c'est assez facile. D'un point de vue légal, c'est facile. Vous me demandiez pour les... Ah oui, le handmade. Alors, étant donné que les Nordiques, comme je disais, avec les magasins, il y a beaucoup de chaînes de magasins, le handmade, ça va être plutôt des petits volumes. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins facile à placer dans la zone nordique. Mais ça dépend dans quel secteur d'activité. Mais le handmade, ils vont avoir tendance dans ce cas-là à faire du local. Et du local, donc nordique. Mais je ne suis pas, ma réponse n'est pas ferme, et c'est potentiellement à creuser.
Export de Chine, justement, c'est pour ça que moi, le fait que les Nordiques se rendent compte que la Chine est beaucoup plus loin grâce au Covid et qu'il vaut mieux avoir des fournisseurs basés au Maroc qu'en Chine, j'aurais tendance à dire que peut-être qu'il y a des opportunités, mais Chine par Maroc, je ne sais pas. Mais j'aurais tendance à dire qu'ils vont aller directement voir la Chine s'ils veulent et le Maroc pour les produits marocains. Les fruits et légumes, le hub par la Hollande, pour moi, il y a une grosse demande d'augmentation de qualité fournisseurs en fruits et légumes. Et ça, c'est quelque chose où je suis convaincue qu'il y a énormément de marge de manœuvre pour justement passer au travers de ce hub hollandais et de pouvoir venir en direct en Suède et dans la zone nordique. Là, je suis convaincue qu'il y a plein d'opportunités et de trouver des distributeurs et des grossistes locaux qui vont être capables, avec qui vous allez être capable de travailler en direct. Comme ça, je pense qu'il y a des opportunités. Ensuite, les vêtements en cuir et la maroquinerie. Alors là, les Nordiques sont de plus en plus véganes, végétariens. Donc, ils sont très textiles. Je ne suis pas capable de dire quel est l'avenir et quelle est la situation par rapport au cuir. Désolée, je ne suis pas capable de vous répondre par rapport à ça. D'accord. J'avais posé aussi une question pour les produits cosmétiques. Oui. Est-ce qu'il y a des opportunités? Enfin, c'est des produits certainement. Enfin, nous, ce que nous avons au Maroc, c'est beaucoup de produits fabriqués à partir de produits naturels, Ouais. de henné, de l'huile d'argan, tous les produits locaux. Mm. Est-ce qu'il y a un marché sur la Suède? Je pense que oui. Je pense D'accord. que oui, il y a. Alors peut-être d'être fournisseur pour des marques nordiques qui sont déjà très implantées, de vous-même contacter, au lieu peut-être de vendre en direct, mais de vendre via des marques nordiques qui sont, elles, toujours à la recherche d'avoir des nouveaux composants dans leurs produits. C'est ce que j'aurais tendance à faire. Très bien. La question suivante, c'est donc un intervenant qui est dans le textile habillement Oui. et il demande si Scandi Bureau est capable de les aider à avoir des marchés en Suède. Si oui, quelle serait la démarche? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a, enfin, est-ce que ça marche via des appels d'offres? Voilà. Comment ça fonctionne? Alors, le textile et l'habillement, c'est très spécifique. Alors, un conseil, un aspect que j'ai oublié de vous spécifier tout à l'heure dans ma présentation, c'est qu'il vous faut absolument un site internet en anglais qui met en avant vos produits ou vos services. Les Nordiques, de prendre contact avec les Nordiques, ils vont d'abord avoir besoin de eux-mêmes trouver l'information vous concernant et ensuite, ils vont pouvoir discuter. Mais d'abord, ils veulent avoir l'information. C'est un peu, je suppose que vous avez tous lu les modes d'emploi IKEA. Ils veulent avoir d'abord le mode d'emploi, ils regardent et après, ils vous contactent. On ne peut pas commencer à discuter avant que vous ayez transmis des informations. Et les informations, votre façade, ça va être un site Internet. Ouais. Donc ça, c'est très, très important. Et c'est un aspect qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc pour le textile, pour répondre au textile à la mode, si vous avez un positionnement typiquement où il y a un côté développement durable, oui, aujourd'hui, les chaînes de magasins ou les marques suédoises sont à la recherche de nouveaux fournisseurs qui ont un axe développement durable. D'accord. Oui. Et bien sûr, je pense que le cabinet peut accompagner dans cette démarche de recherche de marché en Suède. Ouais. Oui, oui, oui. Voilà. L'autre question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir des partenaires technologiques pour la chaîne de valeur internationale? Bon, j'ai pas compris. Alors, moi non plus. Voilà, c'est peut-être que préciser parce que c'est pas très clair. Je passe aux questions suivantes en attendant des éclaircissements. Alors, comment faire pour contacter les centres de formation suédois et avoir des partenariats avec eux?
Et l'autre question, la dernière question que j'ai pour l'instant, peut-on avoir des plateformes logistiques en Suède pour vendre sur la Finlande et la Norvège? Oui, oui. D'accord, ça c'est oui, très bien. Alors, pour vendre sur la Norvège, ça dépend de vos produits, mais attention, la Norvège ne fait pas partie de l'Europe. Donc, la Norvège a Pour la certains, douane. il y a certains aspects logistiques qui sont bien spécifiques pour la Norvège. Ils sont très protectionnistes. Donc, pour le Danemark et pour la Finlande, il peut y avoir un hub logistique en Suède, mais pas la Norvège. Très bien, d'accord. Je pense que pour les centres de formation, ça doit Oui, donner lieu à une prestation de service, c'est-à-dire un travail, oui, recherche, voilà, qualification, assez bien. voilà. Ouais, ouais, donc, Est-ce que vous, la question que j'aurais déjà, c'est le centre de formation. Est-ce que vous avez toutes les informations en anglais pour rentrer en contact avec des centres de formation en Suède? Et quel est le service que vous voulez vendre au centre de formation en Suède? moi, ce que je proposerais à cette personne, c'est peut-être de nous faire un mail avec plus de détails. Et comme ça, on peut répondre déjà. Mais ce que je sais par expérience, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup de sociétés qui négligent un peu le site web. Bon, s'ils le Oui, font, et c'est déjà actualisé en général, c'est rare qu'on l'ait en anglais aussi. Souvent, c'est en français, peut-être en arabe, mais pas, et même beaucoup de sites ne sont pas actualisés. Et c'est vrai c'est bien de tout à fait. préciser que beaucoup de Oui, pays à l'international, là, on a eu une demande, on a fait le Japon, et la personne qui a envoyé sa demande n'avait pas de site web actualisé, et donc notre cabinet là-bas s'inquiétait parce que il dit la première chose que va faire le client, c'est d'aller vous voir, voir votre portail, et s'il n'y a rien, il va se poser des questions, est-ce que vous existez? Voilà. Donc, je me permets l'autre de question. Oui, pardon, je vas-y. me permets de rebondir sur ce que tu dis. Le DG, quand Renault est, enfin bon, peu importe, mais les Suédois, c'est vrai qu'ils ressemblent à il faut penser qu'ils sont plus proches presque des Japonais d'un point de vue, puisque le consensus, la peur du conflit, le fait que ce sont des gens très calmes. Si vous hésitez, que vous ne savez pas comment vous comporter, pensez qu'ils sont proches des Japonais, Ouais, plus proches que vous par rapport à vous. Donc, ouais. c'est un peu un tuyau à donner et ils sont pareils, ils vont d'abord vouloir observer, regarder votre site Internet. Donc, c'est la première chose à faire, c'est d'avoir un site Internet. Ouais, tout à fait. Donc, l'autre question que je viens de recevoir, c'est quelqu'un qui a enfin, qui est dans les produits en terre cuite pour revêtement mural, carrelage traditionnel et tuiles. Il souhaite voir s'il a des débouchés en Suède. Alors, c'est de la si c'est de la décoration, enfin oui, les budgets de rénovation et de décoration, c'est un des très très gros budgets dans les foyers suédois. Euh, c'est quasiment le premier budget. Ça passe, oui, quasi pas au même niveau que l'alimentaire, mais presque, hein. C'est vraiment très très élevé. Les Nordiques passent leur temps à rénover. Et alors là, avec le confinement, tout le monde rénove. Donc Explosé. oui, largement, le carrelage et tout ce qui est construction et rénovation, oui. Très bien. Donc, je ne sais pas s'il y a, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Monsieur Belhassan, je ne sais pas si vous avez reçu d'autres choses en attendant. Ouais. C'est tout ce qu'on a reçu comme Ouais. question sur le D'accord. chat. Donc, apparemment, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. De toute façon, comme il n'y a pas de société marocaine, il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place. Ouais. On a de la chance aussi d'avoir avec nous M. Behbouhi de l'ambassade. Je pense qu'il sera aussi disposé. Il nous l'a dit d'ailleurs directement. Ils sont disposés à aider. Donc, avec notre appui, l'appui de la SMEX. Donc, si on n'a pas d'autres questions, peut-être qu'on va donner la parole à des témoignages. Monsieur Belhassan? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, s'il vous plaît? Si vous pouvez lever la main pour vous donner l'accès au son.
Si on a avec nous Mr. Victor. Non, il n'est pas connecté, il a des connecté. problèmes de connexion, donc il n'a pas pu se connecter. D'accord. Je vois que Madame Marzouki n'a pas de son. Voilà, je pense que Madame Marzouki a levé la main, mais elle souhaite avoir qu'on lui ouvre le micro, Monsieur Belhassan. Oui, Madame Marzouki. C'est quel prénom, s'il vous plaît? Alors, elle a mis sur le chat, j'ai vu que sur le chat, il n'est plus maintenant. Madame Marzouki Fatem Zahra. El Marzouki Fatem Zahra. Qui a vécu apparemment à Malmö. Oui, c'est ce que je vois là. Voilà, Madame Marzouki, vous avez le son? Madame Marzouki? Peut-être en ouvrant votre micro, Madame Marzouki. On oublie d'ouvrir. Madame Marzouki? Voilà, des soucis des soucis. Je ne peux pas y accéder à cause du bureau. Là, oh, elle a un petit souci. Hein. Elle a un petit souci de son. Donc, si on a quelqu'un d'autre. Charlotte, tu m'avais parlé aussi de la Chambre de commerce franco. Ah oui, bien sûr. Ce serait bien de dire un mot en attendant. Oui, bien sûr. Alors, je suis très active, je suis vice-présidente de la Chambre de commerce. Peut-être je peux me présenter un petit peu plus. J'ai Oui, bien sûr. le faire tout à l'heure. Donc, je m'appelle Charlotte Loyot-Kahn, je suis franco-suédoise et j'ai grandi en France et j'habite depuis 11 ans en Suède. Et je suis très active dans les chambres de commerce françaises en Suède, franco-finlandaises et franco-norvégiennes. Donc, je suis dans le board de ces 3 chambres de commerce avec qui je travaille de façon très rapprochée. Et la Chambre de commerce française en Suède, j'ai mis en place un service de gestion RH, c'est-à-dire pour les sociétés étrangères qui souhaitent se développer sur le marché suédois, de pouvoir leur permettre d'avoir une entité stable et d'avoir un salarié, par exemple, détaché sur le marché suédois pour le développer. Et là, la personne que j'ai embauchée est marocaine qui vit en Suède. Donc, il y aura un lien pour vous si vous avez besoin. Et je la recommande fortement. Donc, vous pouvez prendre contact avec elle aussi si vous voulez. C'est Sophia Azelmat. Et je crois qu'elle est aujourd'hui, elle est inscrite aujourd'hui. Elle fait partie de la discussion aujourd'hui. Donc, si vous voulez, je vous enverrai ses coordonnées et elle pourra vous donner quelques informations elle aussi. Ou si jamais elle est connectée, si elle veut dire, partager avec nous, bienvenue. Hein. Je ne sais pas si elle est connectée. Sinon aussi, depuis le gouvernement, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez au Maroc aussi, mais les Français ont mis en place un réseau qui s'appelle les conseillers du commerce extérieur. Et donc, c'est le ministère des Affaires étrangères et les ambassades qui nomment des conseillers commerce extérieur. Et ça, j'en fais partie. Je suis vice-présidente du bureau de Suède. Donc, pour justement, mon rôle a été beaucoup de mettre en avant l'attractivité de la zone nordique pour aider les PME à se développer plus sur les PME étrangères, donc principalement françaises pour le moment, mais à se développer sur le marché nordique. D'accord. M. Bhibouhi qui a levé la main, donc oui. Donne la parole. Bien sûr. M. Bhibouhi. Monsieur Bhibouhi. Allô? Vous m'entendez? Ça y est. Oui, oui, très bien, très bien. Ok, merci. Rebonjour à l'équipe. Je vous remercie encore une fois. Et bonjour à tous les participants, même si je ne vois pas la liste, mais ce n'est pas grave. Je me présente, je suis Mahfoud Bahbouhi, je suis le chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc en Suède et en Lettonie. Donc, nous avons 2 pays ici. Malheureusement, nous n'avons pas de conseiller économique proprement dit. Donc, on essaye de faire le nécessaire dans ce domaine. Concernant le marché suédois, ce que je peux dire, c'est que
D'abord, je partage énormément de points présentés par Madame Charlotte. Merci. Oui, évidemment, vous êtes connaisseuse de cette société. Moi, je suis là depuis 5 ans quand même, dans l'attente de l'arrivée de notre nouvel ambassadeur, qui est déjà nommé, mais on attend son arrivée. Concernant le marché suédois, d'une manière générale, c'est un marché très, très, très difficile, notamment pour nous, Marocains. D'abord, question de langue. Deuxièmement, comme vous avez dit, Charlotte, l'usage, la moindre des choses, c'est les emails et les sites web. Tout se fait par email. Et puis, la vérification des informations, la recherche d'informations, c'est l'Internet, c'est les sites web. Quand une administration ou une société qui a un site web en une seule langue, et surtout s'il n'y a pas l'anglais, c'est déjà écarté dès le départ. Deuxièmement, le contact, il est toujours fait via des emails, parce que c'est une preuve du contact et de l'échange, et c'est une manière de traçabilité aussi. Parce que les emails font foi de preuves en cas de litige, en cas de contestation, en cas de problème. C'est à le même niveau comme une attestation avec des cachets, des signatures. Ici, c'est le email, il fait foi. Et ça, c'est très courant et c'est presque naturel. Ce n'est pas une méthode qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas. C'est d'abord, c'est le email pour les échanges. Le contact par téléphone, il peut venir tout au début, mais il n'y a pas trop d'explications, trop de détails. Dans une discussion via le téléphone, tout doit se faire après par un email. Comme ça, on garde une trace. Et comme vous avez dit aussi, très bien expliqué, Madame Charlotte, pour les responsables d'une société ou responsables dans une administration, le dernier mot, il n'est pas toujours au responsable, au plus haut responsable, au patron d'une entreprise. Le patron, il peut dire ce qu'il veut, mais lui-même, il doit avoir l'aval et l'accord de ses collaborateurs ou de son équipe ou de ses experts. Donc, finaliser une discussion, une négociation avec un patron, c'est bien, mais ce n'est pas la fin du process. Et voilà, ça c'est d'une manière générale. Et aussi, je reviens, question de consensus, ça part de ça. Dans une société, une entreprise ou même dans une administration, c'est pas comme dans notre partie du monde où on peut faire la différence entre un patron et un collaborateur dès la première vue, ou dans la grandeur du bureau ou l'espace du bureau. Ça n'existe pas. On ne peut pas toujours faire cette distinction juste par les apparences. Et ça vient aussi du concept de consensus. Tout se gère et chacun a son niveau de responsabilité, mais in fine, la responsabilité, elle est partagée. Personne ne prend tout seul la décision. Et chaque fois,
quelqu'un dit, OK, il faut aller voir l'autre, il faut aller voir l'autre, il faut aller voir ce département, parce qu'il y a la spécialisation, mais chacun, dans la décision finale, chacun met du sien. Et ce n'est pas toujours une décision individuelle. Et le consensus, comme ça a été dit, même au niveau de la société en général, sur l'espace politique, le débat politique, la situation politique, elle est gérée d'une manière consensuelle. Toutes les crises se résolvent par consensus et par une discussion. Même la chute d'un gouvernement, elle a été vite rattrapée par la nomination du même Premier ministre avec la même équipe gouvernementale. Voilà, une semaine après la chute de la même équipe, du même Premier ministre. Ça, c'est la particularité de la démocratie suédoise, le consensus. Et sachant que sur ce point, le pays, pour longtemps, le pays est régi et gouverné par des gouvernements de coalition minoritaires. Il n'y a pas eu de gouvernement avec une majorité ou un parti qui gouverne seul, ou même avec d'autres, mais une alliance majoritaire et il fait tout ce qu'il veut. C'est des gouvernements minoritaires, mais qui arrivent à négocier la loi de finances, tous les projets de loi. Il y a toujours des négociations. Et une autre particularité sur l'aspect politique, c'est difficile à comprendre, mais c'est une réalité ici, puisque le régime politique, c'est une monarchie constitutionnelle, parce qu'il y a une constitution, mais elle est monarchie parlementaire. Le Parlement et le président du Parlement, c'est lui qui nomme, qui choisit le Premier ministre, leader du premier parti après les élections. C'est le président du Parlement qui choisit le Premier ministre. Et après la formation du Premier ministre, le gouvernement est présenté à Sa Majesté le roi de Suède. Et ça, c'est aussi une autre particularité. Et tout se fait comme ça. C'est le gouvernement et le Parlement qui gèrent le pays. Et je donne un exemple. Toutes les discussions dans les réunions à Bruxelles, au niveau de l'Union européenne, chaque fois qu'il y a une réunion ministérielle au niveau de Bruxelles, le département concerné, ou le ministère des Affaires étrangères, il va directement dans une commission au Parlement. Principalement, il y a la commission des Affaires étrangères et la commission des Affaires européennes. C'est deux commissions différentes. Mais le ministre concerné doit avoir l'aval de ce qu'il va dire, ce qu'il va adopter dans cette réunion à Bruxelles. Donc, sans l'aval du Parlement, il ne peut pas agir tout seul. Voilà, ça c'est parmi les particularités de la société suédoise et ça s'applique à tous les niveaux de la société. C'est une question de mentalité, question de psychologie aussi, mais c'est une société et le marché, il est comme ça. Alors, je reviens rapidement sur notre observation en tant qu'ambassade. On peut dire qu'on a besoin de voir, bien sûr, notre souhait, c'est de voir les produits marocains sur le marché suédois. Et on peut dire, on sent qu'il y a le besoin dans des secteurs comme le textile, le cuir, la mode. Il y a énormément de produits marocains de haut niveau qui peuvent concurrencer les produits sur le marché. Mais sur le marché suédois, il n'y a pas que la grande qualité. Il y a aussi des qualités moyennes ou même très basses du monde entier.
Pourquoi il y a du textile de Bangladesh, de Thaïlande, de Vietnam, d'Indonésie, de Chine, bien sûr. Il y a les produits marocains textiles, par exemple pour H&M ou Zara, on en trouve. Le cuir, les chaussures. Il y a des choses à prospecter, disons. L'agroalimentaire, on trouve les clémentines, les oranges, les pastèques en été. On trouve. C'est je pense qu'elles viennent, comme a dit, je crois, un des intervenants, via d'autres marchés, probablement la Hollande. Et l'intérêt, parce que, bon, bien sûr, quand vous passez à travers des plateformes comme ça, il y a des marges qui sont prises et vous n'avez pas l'avantage d'avoir le contact direct. C'est cette plateforme qui souvent sont des centrales d'achat qui vous dictent pratiquement, ils font leur loi. Alors que vous avez dit quelque chose sur la difficulté du marché. Moi, je pense que pour avoir collaboré avec les Suédois ici, ce que vous avez dit et qu'a partagé Charlotte, je suis tout à fait, je suis avec vous, enfin à 100%, qu'il faut que l'entreprise soit professionnelle et à minima un email en anglais actualisé, etc. Communique en anglais par mail, etc. Maintenant, je sais que les Suédois, quand ils viennent, par exemple au Maroc, et on a des exemples réussis, hein, que ce soit Ikea, que ce soit Volvo, enfin Charlotte les a cités, et d'autres. Moi, je sais que par exemple pour le projet pour lequel j'ai travaillé, ben, avant de s'implanter, on a passé presque une année à faire des études locales, c'est-à-dire eux, ils n'hésitent pas à payer. On avait même, moi, je trouvais que c'était trop d'études d'implantation. Je pense que la société avait fait appel à trois cabinets, trois gros cabinets. C'est-à-dire que une grande part a été financée pour voir comment adapter les produits localement. Est-ce qu'ils ont une chance de réussir? Souvent, les entreprises marocaines, quand elles voient l'international, ça ne marche pas souvent parce qu'ils n'étudient pas le marché. Ils ne font pas appel. On ne dit pas que c'est pour vendre nos services, mais je sais que la connaissance du marché, des particularités, des facilités, peut-être faire du scanning, parce que quand on rencontre des gens sur un marché, sur un salon, mais on ne sait pas qui est qui. On ne fait pas de due diligence. Nous, notre rôle, c'est un peu d'essayer de s'informer sur ces personnes, si elles sont vraiment capables d'acheter, de payer, enfin, etc., etc. Donc, si les entreprises adoptent ces précautions, enfin, je laisserai peut-être Charlotte préciser aussi pour le marché suédois, je sais que c'est les mêmes recettes un peu partout. Je dirais c'est plus difficile peut-être pour une entreprise suédoise de réussir sur un marché marocain, alors qu'ils l'ont déjà fait. Ils réussissent, ben, en général, ils font appel à des personnes qui connaissent, qui ont une double culture. Je sais que, par exemple, le directeur IKEA Maroc est né aux Pays-Bas, il est maroco-hollandais, enfin, il a travaillé avec la société à l'international, la société IKEA, donc il connaît la philosophie. Et donc, c'est un peu les mêmes démarches qu'il faut adopter. Il faut faire appel à des professionnels qui vont vous guider pour espérer réussir à travailler sur ces marchés. Il n'y a pas de difficulté si les choses sont faites dans les règles. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charlotte. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est de d'abord essayer de comprendre la culture et ce qu'il faut trouver, c'est les similarités et les points d'accroche. Et ce que tu dis, Oriflamme, quand ils sont venus au Maroc, c'est de passer du temps à vraiment. Les Nordiques, ils vont avoir cette tendance à d'abord observer, puis après ils agissent. Et ça, c'est quelque chose, si vous faites pour venir en Suède, de faire la même chose, de d'abord observer et ensuite d'agir de façon adaptée, toutes les chances de succès sont là, quoi, sont réunies. Oui, je pense Avec que évidemment ce dont vous parliez tout à l'heure, d'avoir un site internet et tout ça. Donc après, il faut quelques critères de base et ensuite, il y a plein d'opportunités. Et eux, enfin, moi, je vais vous parler d'une anecdote. Quand on avait fait le lancement d'Oriflamme et on avait réussi à tripler le chiffre d'affaires, on a eu droit au président qui est venu au Maroc.
Et moi, tout le monde connaît l'hospitalité marocaine. Moi, je travaillais 12 heures par jour, mais je me suis dit, le président vient pour une fois nous soutenir. La moindre des choses, c'est que j'aille le chercher à l'aéroport. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est que si toi, en tant que directeur général, tu viens me chercher à l'aéroport, est-ce que vous n'avez pas de taxi? C'est-à-dire, est-ce que tu n'es pas trop cher payé comme directeur général pour faire le taxi? Et c'est là où il y avait, c'est là où je lui ai répondu, vous savez, vu nos valeurs, l'hospitalité, moi je préfère venir vous chercher et travailler peut-être 2 heures en plus le soir, parce que de toute façon j'ai du travail. Mais je voyais que, c'est-à-dire un Marocain qui prendrait ça au premier degré va être très blessé, parce que, c'est-à-dire nous, aller chercher quelqu'un à l'aéroport, enfin, prendre sur soi, etc. Je n'avais pas déjeuné pour aller le chercher, c'est insultant. Mais après, bon, je me suis dit, c'est une autre mentalité et lui, il le voit comme perte de temps. Enfin, moi, directeur général, faire le taxi alors qu'il y a des taxis qui peuvent. Donc, après, il faut quand même des fois mettre des personnes capables de jouer ce rôle-là. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas habituées, qui vont être blessées. Mais c'est un peu le rôle enfin, d'experts qui facilitent un peu les transitions. Oui, je rebondis sur ce que tu dis. C'est pareil. Vous, en tant que société qui venez en Suède, à aucun moment vous ne rencontrerez le directeur général d'un client, puisque ça n'est pas lui qui va être responsable de la collaboration avec vous. Donc, ça n'est pas du tout quelque chose qui est vexant, mais c'est que vous rencontrerez la bonne personne pour votre collaboration. Mais pour les Marocains, ça peut être difficile parce que vous savez, tu sais, Charlotte, si le président se déplace et qu'on lui envoie un directeur international, il risque d'être offusqué. Donc, donc ça, il faut préparer. Il faut préparer à l'avance. Voilà, préparer à l'avance. C'est pas une insulte, mais c'est que pour être C'est plus comme. opérationnel et efficace. Merci, M. Behbouhi, pour votre témoignage. Monsieur Belhassan, je ne sais pas s'il y en a d'autres, peut-être une ou deux Alors, dernières. on a M. Nabil Boubrahimi qui est professeur à l'université de Notofaïl à Kinitra. Donc, si Nabil, tu as un témoignage? Bonjour, Sibyl Hassan. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et vous féliciter de ces cycles de séminaires qui sont très, très intéressantes et très importantes pour, bien sûr, connaître un peu les marchés. Et d'ailleurs, comme tu le sais, on a travaillé plusieurs années. L'objectif, c'est toujours de promouvoir un peu notre export et vu la présentation qui a été faite par Madame Charlotte et que je félicite profondément, c'est question d'accès au marché, de connaissance de culture. Et des fois, de notre côté, on fait pas mal de mesures, pas mal de programmes et si on n'a pas vraiment cette connaissance de ce marché avec les témoignages de monsieur, de coordinateur donc de ce séminaire, je pense que ce sera difficile et ça sera donc un coup d'épée dans l'eau. Alors, ma question, parce que je travaille aussi avec le PNUD dans le cadre d'un projet de promotion des produits de huile de terroir et de huile d'argan. Ma question par rapport à ces produits qu'on sait très bien, nos coopératifs, et ça a été dit par Monsieur Hamouni, donc il y a toujours vraiment des intermédiaires, notamment des sociétés françaises, qui font la valorisation et qui exportent pratiquement la moitié de nos produits. Et bien sûr, ça a été dit par Madame Charlotte, les Suédois ressemblent aux Japonais. Et les Japonais sont des grands consommateurs de l'huile d'argan mais qu'ils n'achètent pas directement du Maroc, mais de France. C'est-à-dire derrière, il y a des certifications, des valorisations, des labellisations qu'il faut mettre sur les produits avant qu'ils soient acceptés par les Japonais. Alors maintenant, puisqu'il y a ce projet-là de promouvoir les produits de l'huile d'argan vers les marchés internationaux, et c'est un soutien suédois derrière, ma question, dans quelle mesure vraiment on peut dépasser ces handicaps de culture et surtout des soutiens de certification pour qu'on puisse être des exportateurs directs. Je partage parfaitement la remarque de M. Hmoumi, c'est que les marges qui sont faites par les intermédiaires, notamment par des fois les virtual marketplaces,
et les entreprises qui font la certification sont énormes. Ça peut aller de 1 jusqu'à 10 en termes de valeur des produits transformés. Alors, bon, certainement, je vais avoir des échanges avec vous, Seyd Hassan. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au marché suédois pour les produits de terroir qui sont aujourd'hui très demandés sur le marché international et que on peut soutenir un peu ces actions des coopératifs, sachant leur niveau, leur maturité. Des fois, ils ne sont même pas des exportateurs directs parce que ils passent par des sociétés. Alors, ils sont même pas abonnés à Portnet, donc ils peuvent pas faire l'export direct. Et bien sûr, la langue, c'est importante, et aussi les sites. Parce que si on a un marché qui ne fait des commandes qu'à travers des sites et on n'a pas vraiment ces produits terroirs sur des sites et tout ça, donc je vois que on sera toujours absent. Alors ma question, bien sûr, s'adresse à tout le monde, Madame Charlotte, Monsieur Meunier et vous-même. Dans quelle mesure on peut commencer, avec quelles actions, quelles sont les astuces pour aller progressivement et soutenir ces exportations de ces produits? Ça, c'est ma question. Et donc, je réitère mes félicitations pour ces cycles de séminaires qui sont très enrichissants pour tous qui s'intéressent à la diversification des marchés. Merci, c'est Charlotte, je te passe la parole. D'accord. Mais ce que vous disiez tout à l'heure pour les certificats, moi je suis convaincue. Pourquoi faire les certificats de vos produits par des sociétés françaises? Donc il faut que vous trouviez des solutions pour que ces certificats soient faits directement, des certificats via le Maroc. Parce que il est indéniable que des certificats pour des produits tels que cela, il les faut. Donc, fournir les certificats nécessaires, ça, je pense que c'est le gouvernement ou vos institutions qui vont être capables de vous aider à obtenir un certificat par vous-même. Et après, d'avoir un site Internet. Donc, certificat et site Internet, et pour moi, une grande partie des obstacles sont dépassés grâce à ça. En fait, moi, ce que je donnerais en complément, je pense que j'ai compris que la question du professeur, que je remercie, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises, surtout pour les produits huile d'argan, qui sont soit à travers des coopératives ou soit des entreprises non structurées. Alors, moi, pour information, on avait suivi le projet des consortiums d'exportation. Peut-être M. Blessen pourra en dire plus, parce que ça a été aussi piloté par la SMEX. Et c'est un modèle qui a réussi parce que, en fait, ce qui arrive à beaucoup de petites entreprises, hein, sans parler des coopératives, c'est qu'ils n'ont pas de capacité à l'international. Ils n'ont pas peut-être de directeur export parce qu'ils ne peuvent pas se le payer. Et nous, au niveau du projet des consortiums d'exportation, moi je l'avais un peu, comment dire, vécu depuis le début. On avait un petit peu benchmarké avec l'Italie quand on a vu que les Italiens avaient un peu la même problématique. Ils avaient créé justement des consortiums d'exportation en labellisant leurs produits. Ça peut être les jambons de Parme ou je ne sais pas, les huiles, etc. Et donc, ça a été un succès. Donc, c'est un peu ce type de projet, je pense qu'il faut mettre en place, surtout si vous êtes en train d'accompagner dans le cadre d'un projet PNUD, c'est que mettre ensemble ces structures leur permettre d'avoir peut-être une ressource capable de parler anglais, capable de monter un site web, enfin de structurer, peut-être capable d'ailleurs d'abord de produire, de le standardiser, parce que s'ils ont plusieurs marques et ils veulent aller sur un marché comme la Suède, ce sera compliqué. Il faut que ce soit une marque qui représente un petit peu le consortium. Et là, des cabinets comme Scandi Bureau ou sur d'autres marchés, d'autres partenaires, peuvent faire, disons, un travail de pénétration de marché, les rapprocher à travers peut-être une centrale d'achat qui, des fois, on a vu sur le marché chinois, on avait un projet avec justement quelqu'un qui avait suivi aussi un webinaire sur la Chine. Notre expert lui a dit, écoutez, vous n'avez aucune chance de venir en tant que produit marocain, mais vous avez beaucoup de chances de venir, c'est des centrales qui vont couper cette huile d'olive, enfin multi-fournisseurs, mais ils vont créer une entité chinoise.
parce que le marché, par exemple, chinois de l'huile d'olive était déjà pris par les huiles italiennes, les huiles espagnoles, etc. Donc, venir sur un marché avec peu de quantité et pas beaucoup de moyens pour communiquer, c'était compliqué. Je ne sais pas quelle est la particularité du marché suédois qui est plus petit, peut-être Charles en dira quelque chose, dira plus de mots, mais peut-être l'approche est un peu la même, c'est de trouver quelqu'un en Suède qui est intéressé par ces produits, qui va soit les utiliser comme intrants ou les commercialiser comme ça, mais avec une approche plus professionnelle, c'est-à-dire capacité de discuter en anglais, avoir un interlocuteur, fait dans les règles de l'art. Voilà moi mon témoignage par rapport à ça. Je ne sais pas si c'était complet par rapport à la demande. Oui, effectivement, c'est Hmoumi, parce que moi, j'étais un ancien du commerce extérieur et donc j'ai vécu le projet de consortium. Et donc, il y avait des groupements de textiliens et tout ça. On a Exactement. recensé. C'était effectivement une bonne expérience avec l'ONUDI. Donc, Oui, et c'était un exactement. travail d'accumulation pendant. Je vois que les projets qui donnent des résultats, ça doit avoir une accumulation, donc dans le temps, pour que ça concrétise. Et par rapport aux certificats, certainement, vous savez que les Japonais cherchent, par exemple, des certificats spécifiques. C'est pour cela que j'ai posé la question, est-ce que les Suédois, c'est à peu près la même chose? Parce que ils insistent un peu sur des certificats qui ont fait leurs preuves. Et bien sûr, bon, un certificat marocain, il doit faire sa preuve aussi, sa notoriété sur le marché, parce que c'est des produits qu'on utilise, par exemple, des fois, la peau, et donc ça nécessite beaucoup de recherche et développement pour que les tests et tout ça. Donc c'est un petit peu ça la question, mais vos réponses, vraiment, ils étaient convaincantes. Effectivement, il faut pratiquement cibler le besoin de la façon comment le client cherche la marchandise. Donc voilà, merci beaucoup pour cette réaction. Et donc, c'est ça, c'est ce que je peux dire. Merci. De toute façon, on est à votre disposition. Si vous avez un besoin de plus d'éclaircissement ou affiner le projet, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on fera, Charlotte et moi, plaisir de vous accompagner. Tout à fait. Alors, je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire, donc il n'y a plus de questions donc, qui sont posées ni de personnes donc, qui ont demandé la parole. Donc, je tiens à remercier Charlotte pour la pertinence de son exposé, pour sa disponibilité aussi, et son acceptation donc d'animer cet important webinaire. Je tiens à remercier notre partenaire Sissat Hmoumi, donc, qui est toujours présent donc, à travers ce webinaire donc, qui vise essentiellement à donner une information donc, plus précise pour essayer de pénétrer un marché, donc, que ce soit sur le plan opportunité, que ce soit sur le plan exigence du marché en termes de normes, de standards et tout ça. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des participantes et des participants donc, qui sont restés avec nous donc, jusqu'à cette heure-ci. Et je vous donne rendez-vous le 2 novembre donc, pour le marché camerounais. Donc, à vous la parole, Charlotte Sehmoumi, pour le mot de la fin. Charlotte, Merci beaucoup à vous pour votre écoute. Vraiment, j'ai été très honorée que Saad Hamoumi me contacte. Donc, merci à vous et n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres questions. Merci Charlotte. À mon tour de remercier l'auditoire, bien sûr la SMEX qui se mobilise à travers ses membres pour organiser c'est des teasers pour connaître les marchés. Hein. Nous, on est à votre disposition. Enfin, c'est notre métier tous les jours hein, d'accompagnement. Charlotte, merci pour cet exposé qui était très clair. Je pense qu'il donne envie d'aller sur un marché où il n'y a pas de Marocains, enfin d'entreprises marocaines. Je profite de l'occasion pour remercier aussi M. Behbouhi qui a montré qu'il est à notre disposition. Je pense qu'ensemble, avec Scandi Bureau, on essaiera de remplir ce vide, hein, parce que ce n'est pas normal que nos entreprises sont dynamiques sur beaucoup de marchés européens et ne sont pas allées un peu plus au nord. Donc,
Merci pour pour le partage et on reste à votre disposition. Vous aurez la présentation sur le site de la SMEX, la présentation de Charlotte sera à votre disposition et on rentrera en contact avec vous si vous avez d'autres projets plus précis, on sera à votre disposition. Et au prochain webinaire sur le Cameroun. À très bientôt. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.